merci de m'accueillir. Me propose aujourd'hui peut-être d'échanger avec vous sur les liens entre le travail et la formation, et notamment les liens qui structurent finalement un établissement professionnel qui forme de futurs professionnels. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il me semble que cet espace lycée professionnel est particulièrement complexe pour un enseignant, parce que finalement, il a deux finalités qui s'imposent à lui. La première, c'est qu'il faut que les élèves réussissent le diplôme. Vous êtes là pour diplômer des personnes, un CAP, un BEP, etc. Et donc, ces diplômes ont un certain nombre d'exigences, à la fois en termes d'apprentissage de savoir, de règles, etc. Mais d'un autre côté, ça n'est pas suffisant quand on est dans un lycée professionnel. Vous êtes là aussi pour contribuer à produire, si je puis dire, des professionnels compétents. Et c'est donc autour de professionnels compétents que se trouve toute la complexité, à la fois parce que la compétence n'est pas simplement la maîtrise des savoirs, si c'était ça, ça serait facile, et en même temps parce que cette compétence, elle est en mouvement, elle évolue et elle n'est pas stabilisée dans les mondes du travail. C'est d'ailleurs ce qui fait que les partenaires sociaux, parfois, alors même qu'on dit qu'on va regarder, évaluer les personnes sur la question de la compétence, s'indignent en disant « mais de quoi parle-t-on quand on parle de compétence ?» Donc c'est un concept qui est un concept un peu compliqué, dont on dira qu'il est difficile et complexe, mais qu'il est indispensable. En tous les cas, pour un enseignant, vous avez ces deux volets à traiter. D'un côté, la question de la compétence professionnelle, de l'autre côté, la question du diplôme. Et tout le monde sait que les personnes diplômées ne sont pas forcément compétentes et que les personnes compétentes ne sont pas forcément diplômées. Donc, vous voyez bien que vous êtes dans un... Donc, ça serait trop facile de dire s'ils ont le diplôme, ils sont compétents. Bah non, ça ne se passe pas complètement comme ça. Partant de là, souvent, on a mis en place un dispositif pédagogique dans l'histoire de l'école et de la formation. On a mis un dispositif pédagogique avec l'intuition, même avant qu'on parle de compétences, autour de qu'à cela ne tienne. Dans le lycée, on va apprendre les savoirs, les règles, etc. Et puis, on va envoyer les jeunes dans les milieux professionnels, et puis là, ils apprendront la vie au travail. Qui a contribué à créer un clivage absolument ruineux pour la pensée, qui a été de dire du côté de l'enseignement professionnel, du lycée, on va dire, parce qu'on est un lycée, c'est les savoirs théoriques, et puis de l'autre côté, c'est les savoirs pratiques, laissant entendre que dans la pratique, il n'y a pas de théorie, et dans la théorie, il n'y a pas de pratique, ce qui est complètement erroné. Je pourrais vous en faire la démonstration 1000 fois pour vous montrer que dans la théorie, il y a de la pratique, et dans la pratique, il y a de la théorie. Et donc ce clivage organisationnel, où d'un côté, on met dans le monde du travail pour apprendre le réel, la vie, et puis de l'autre côté, on garde dans le lycée professionnel pour apprendre le savoir, est un clivage qui ne fonctionne pas, premièrement, pour produire des personnels compétents, mais est un clivage également ruineux pour la pensée et le développement des élèves, parce qu'il contribue du point de vue des élèves à faire rejeter tout ce qui est l'apprentissage de savoir au profit d'une pratique qui serait pensée sans savoir. Et parfois, on peut s'apercevoir que dans la pratique, il y a des choses tout à fait préoccupantes, de même que dans les savoirs, il y a des choses tout à fait préoccupantes. Donc, on va partir du principe que ce clivage structurel n'est pas pertinent et que quand on est dans un lycée professionnel, il faut faire en sorte que ce qui se passe dans deux lieux séparés puisse donner lieu à de la confrontation, de la convergence, de l'analyse et du travail ensemble.
Autrement dit, quand on est enseignant dans un lycée professionnel, on ne peut pas complètement se satisfaire de l'idée que moi j'apprends les savoirs, et puis de l'autre, ils apprennent le travail. À un moment donné, on est confronté aux deux questions en même temps, et c'est ça qui fait la complexité de l'enseignement dans un lycée professionnel. Alors, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans cette complexité et de regarder la question du travail en tant que tel pour voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette complexité. Alors, souvent, je ne dis pas tout le temps et je ne vous connais pas, donc je ne peux pas savoir si c'est votre point de vue, souvent il y a l'idée que le travail se réduit ou constitue un ensemble de règles, de savoirs et de procédures. Alors on va dire, pour travailler, il faut avoir des savoirs, il faut avoir des règles, il faut avoir des procédures. Et d'ailleurs, les référentiels, c'est des savoirs, des règles et des procédures. Donc, si on apprend ça aux élèves, d'une certaine manière, on leur apprend le travail. Ben, ce n'est pas complètement ça, le travail. Quand on regarde les situations professionnelles, quand on regarde les gens travailler, et d'ailleurs, réfléchissez à la manière dont vous travaillez, vous-même, parce que vous faites un travail, eh bien, on voit deux éléments extrêmement importants. Le premier, c'est qu'on ne peut pas travailler effectivement sans savoir, sans règles, sans procédure. Je pourrais dire pour les enseignants sans programme, sans référence, sans cadre institutionnel. Ça, c'est absolument nécessaire. Mais ce n'est pas ça qui fait un bon enseignant. Il y a une deuxième dimension du travail, c'est tout le réel, ce qu'on va appeler le réel des situations, c'est-à-dire la spécificité des élèves, des lieux, des établissements, des environnements, qui font que je n'applique jamais le savoir à une situation spécifique. Autrement dit, si je n'apprends que le savoir, la situation de travail dans laquelle je suis censée l'appliquer va m'obliger à faire des choix, à réajuster, éventuellement à ne pas appliquer le savoir qu'on m'a appris, parfois à le modifier, à le transformer, à le transgresser, mais pour bien faire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que pour travailler, les bons professionnels, quand vous les écoutez, quand vous les regardez, ils vous disent que justement la règle X qu'ils ont apprise, là, ils ne l'appliquent pas, parce que le contexte fait que ça n'est pas possible, et que donc ils préfèrent passer par une autre procédure, etc. Autrement dit, on s'aperçoit que travailler, c'est en permanence ajuster des contextes de travail avec un ensemble de savoirs, de règles et de procédures. Et que c'est cet ajustement-là qui est central dans ce qu'on va appeler la compétence. Le professionnel compétent, c'est justement le professionnel qui sait prendre de la distance avec ce qu'on lui a appris pour le mettre en œuvre de manière pertinente dans le cas précis qu'il rencontre. Et le professionnel pas compétent, c'est celui qui vous dit « j'applique parce qu'on m'a dit qu'il fallait appliquer ». Et on lui dit « mais non, mais regarde là, etc. »« Ah mais oui, mais moi on m'a dit qu'il fallait appliquer ». Et donc, vous voyez bien qu'on attend d'un professionnel compétent qu'il soit capable d'ajuster, autrement dit qu'il soit capable de faire des choix. Faire des choix entre est-ce que j'applique complètement la règle, est-ce que je l'ajuste, est-ce que je la transforme, est-ce que je la modifie, est-ce que je ne l'applique pas, est-ce que je fais complètement différemment de ce que l'on m'a appris. Tout en ayant une certaine vigilance, et c'est là que va jouer la question de l'alternance, qui est que de temps en temps, on fait des choix qui ne sont pas des bons choix. Ça peut marcher, mais ça peut aussi entraîner des dangers, et même, parfois, ça peut marcher et entraîner des dangers. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait plutôt le choix de l'appliquer, la procédure rigoureuse, même si c'est moins bien ajusté, mais parce qu'on ne prend pas de risques, ou est-ce qu'au contraire, ça vaut la peine de prendre les risques pour bien appliquer les choses ? Donc,
Euh, si je vous renvoie vous-même à votre propre travail d'enseignant, vous allez voir que par rapport au programme, vous faites des choix en fonction des élèves, des contextes, des milieux, que de temps en temps, vous allez vous dire que non, tant pis, je vais au programme. De temps en temps, vous allez vous dire non, tant pis, je préfère accompagner les élèves. Enfin, il y a plein d'alternatives, il n'y a pas qu'une manière de faire. Mais à ce moment-là, on va dire que le professionnel compétent, c'est celui qui agit en conscience. Autrement dit, c'est celui qui est capable d'argumenter les raisons pour lesquelles il n'applique pas complètement ce qu'on lui a dit, il ne mobilise pas complètement les savoirs qu'on lui a appris et il a fait des choix. Et c'est ce travail de conscience qui permet de considérer que le professionnel est compétent. Quelqu'un qui vous dit bah, « j'ai fait ça comme ça, coup de bol, ça a marché », n'est pas quelqu'un de compétent, même si le résultat est attendu et bien. C'est-à-dire que on ne peut pas simplement se satisfaire de l'idée que une fois qu'on leur a appris, ils ajustent et puis ils verront comment ça marche ou ça ne marche pas. Et puis on ne peut pas non plus se satisfaire de l'idée qu'on applique les choses comme on l'a appris. Du coup, vous voyez bien qu'en lycée professionnel, on se trouve en tension. D'un côté, j'ai les savoirs, les règles, les programmes qu'il faut bien faire apprendre. Il n'y a pas à remettre en question ça. Mais d'un autre côté, il y a à avoir en conscience que ce qu'on va faire apprendre là, ce n'est pas complètement comment les élèves vont l'appliquer. Parce qu'on n'applique pas, on mobilise. Du coup, ce qui manque entre les deux, si je puis dire, ce sont les situations de travail sur lesquelles les élèves sont mobilisés et à partir desquelles on peut raisonner pour réfléchir sur les raisons pour lesquelles on applique ou on n'applique pas le savoir. Donc, l'intérêt d'un dispositif qu'on va dire alternant, qui d'un côté apprend en lycée professionnel et de l'autre côté apprend en milieu professionnel, l'intérêt d'un dispositif alternant, c'est que ce qui peut faire lien entre les deux, ce sont les situations de travail que vos élèves rencontrent et à partir desquelles il devient nécessaire de les faire réfléchir. Alors il devient nécessaire de les faire réfléchir parce que bien souvent, quand vous avez des retours de stage, quand vos élèves ne sont pas trop inhibés par vous, souvent ils vous disent tout ce que vous nous avez appris, ça ne nous sert à rien, c'est pas du tout comme ça qu'on applique. Mon tuteur, il m'a dit que ça, c'était pas comme ça. Les exemples, alors je vais prendre des exemples dans d'autres domaines pour pas être trop impératif, mais par exemple dans le monde infirmier, on va faire un cours sur l'hygiène, on va expliquer que les microbes, etc., ça se propage, etc., et que pour donner les médicaments aux patients, il est tout à fait important de mettre des gants pour protéger, etc. Le jeune va en stage, on lui dit « tu vas aller amener les médicaments aux patients, voilà le chariot, voilà les listes, etc. » Et puis il va demander où sont les gants. Et l'infirmière tutrice va lui dire t'as été formée par qui toi? Ah oui, madame machin, elle n'a pas mis les pieds à l'hôpital depuis 25 ans, il n'y a pas de gants ici, c'est pas possible, enfin il n'y a pas de moyens, comment veux-tu qu'on ait des gants? On n'a déjà pas le budget pour avoir ceci ou cela, qu'est-ce que tu vas nous faire? Allez, donne tes médicaments. Et le jeune va revenir au lycée, en formation, en disant vous nous avez dit n'importe quoi, c'est pas vrai, il n'y a pas de gants. Et on va dire mais comment ça, il n'y a pas de gants, les microbes? Ouais, c'est pas vrai. Bon, donc évidemment, ce débat-là, il est très intéressant parce que ça ne veut pas dire que la question des gants soit inepte, du tout. Mais le réel du travail, c'est qu'il n'y en a pas. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faut que l'élève comprenne? Il faut que l'élève quand même comprenne de comment je vais ajuster ma manière de faire pour limiter la contamination de mes mains avec les médicaments. Donc il y a des techniques à prendre, etc. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'élève réfléchisse à... c'est pas vrai que les microbes, ça se propage pas, ça c'est des trucs théoriques. Alors il vous dit ça c'est théorique. Voilà, dans la pratique, c'est comme ça, c'est pas voilà. Donc du coup, vous voyez bien que l'enseignant, il se trouve renvoyé lui-même à ce qu'il dit.
Mais ce qui est formateur pour un élève, c'est non pas que ce qu'il dit s'applique à ce qu'il fait, mais c'est qu'il comprenne le delta entre ce qu'il fait et ce qu'il a appris. Et c'est cette confrontation du delta entre les deux qui est formateur pour un élève, parce que ça l'apprend à raisonner, ça lui apprend à réfléchir sur les situations, et ça lui apprend aussi à voir ce que ça a comme conséquence pour sa propre pratique. Donc, l'élève qui vous dit c'est pas vrai, etc., ce qui est intéressant, c'est de lui dire alors comment est-ce qu'on fait dans ton établissement pour éviter la propagation des maladies nosocomiales, etc. Mais quel type de maladie? Est-ce que tu sais si dans les services de réanimation c'est pareil? Comment? Voilà, c'est de le faire raisonner sur peut-être que là mon service c'était pas trop grave, mais dans un autre service où les patients sont encore plus fragilisés, là on procède autrement. Autrement dit, ça veut dire que la situation de travail que l'élève va vous rapporter en disant c'est pas du tout ce qu'on m'a appris, elle va être justement un appui pour raisonner aux ajustements et aux choix qu'il doit faire pour être un professionnel compétent. Mais cette situation de travail, elle ne va pas l'enfermer, elle va pouvoir être développée en généralité à d'autres classes de situations. Par exemple, on va pouvoir lui dire, mais si tu avais à donner des médicaments dans un service de réanimation, comment tu procéderais? Si tu avais à donner des médicaments avec des grands blessés pour lesquels, comment est-ce que tu procéderais? Autrement dit, on va partir de la situation où on va raisonner et on va monter sur d'autres classes de situations proches pour qu'il apprenne à construire des raisonnements et à réajuster et à repérer que les contextes sont à prendre en compte dans la mobilisation des savoirs. Il va aussi repérer, et c'est très important, que parfois ce qu'on lui fait faire en stage, ça a les vertus que ça marche, mais ça a aussi les problèmes que ça peut générer, des difficultés, des risques, des effets négatifs. Et on est aussi là pour apprendre aux élèves à tenir un point de vue sur leur travail, un point de vue argumenté, construit et élaboré de telle sorte qu'ils ne soient pas en train de dire c'est pas bien ou c'est pas bien ou c'est bien, etc., mais qu'ils soient capables de comprendre les éléments qui expliquent qu'on leur demande de faire plutôt comme ça que comme ça, alors que leurs collègues la font plutôt comme ça que autrement. Autrement dit, c'est ce travail de confrontation entre le travail réel et les savoirs prescrits qui est formateur dans un lycée professionnel. C'est aussi les raisonnements qui c'est important, et donc du coup, vous voyez bien que une des grandes parts de l'apprentissage, c'est la capacité à raisonner qui est en jeu. Souvent, quand j'accompagne des enseignants dans ces cas-là, ils nous disent « oui, mais vous ne vous représentez pas nos élèves. Vous ne savez pas que nos élèves, ils ne maîtrisent pas le langage. Vous ne savez pas que nos élèves, ils ne comprennent pas. » Enfin bon, grosso modo, il y a des portraits d'élèves, de jeunes qui sont incapables de. Alors, deux choses par rapport à ça. Peut-être on se fait des représentations des élèves parce qu'on ne les a jamais mis dans des situations où justement ils pouvaient expliquer ce qu'ils font. Et on s'aperçoit, et j'en ai eu la preuve à plusieurs reprises avec plusieurs enseignants que j'ai accompagnés dans le monde de la petite enfance, où on n'envoie pas les meilleurs des élèves dans ces sections-là, de réaliser que finalement, quand on parlait des situations professionnelles concrètes avec les élèves avaient des choses à en dire, ils avaient des choses à expliquer sur ce qu'ils faisaient, et ils étaient au fond assez transformés à l'idée que c'était eux qui pouvaient apprendre à l'enseignant ce qui se passait là dans leur école en train de faire du travail avec les petits. Autrement dit,
s'il y a des apprentissages à faire, un professionnel compétent, c'est un professionnel qui raisonne. Et donc, vous pouvez pas simplement, on ne peut pas simplement se dire, comme nos élèves sont pas bons, grosso modo, dans le monde scolaire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a dans les sections petite enfance, si je ne prends que cet exemple-là, on ne peut pas s'en dire, parce que c'est quand même des jeunes qui vont garder nos enfants, pour lesquels on va pouvoir espérer leur faire confiance. Donc, on ne peut pas simplement penser que les élèves ne sont pas capables d'eux, et que c'est pour ça qu'on ne leur apprend pas à raisonner. Il faut partir des situations professionnelles réelles et travailler avec eux sur ce qu'ils ont fait dans ces situations. Du coup, ça m'amène à aborder un autre point tout à fait important, qui est la situation professionnelle. Elle a cette particularité difficile pour un enseignant de ne pas être disciplinaire. Et ça, on a bien vu qu'avec les enseignants de lycée professionnel, le débat que j'avais, qu'on a eu, qui était de dire « oui, mais moi, ça c'est ma discipline, ça c'est pas, moi j'y connais rien là. Oui, mais moi là, c'est pas mon truc, je sais rien moi là-dessus. » Donc, vous voyez bien que c'est là où il y a une difficulté, c'est-à-dire que quand on parle des situations professionnelles, on parle forcément de situations qui sont pluridisciplinaires et avec lesquelles il faut travailler ensemble. Donc alors, je sais qu'il y a des idées autour de la co-intervention. Je ne suis pas complètement convaincue par la manière dont la co-intervention est mise en œuvre, mais en tous les cas, c'est un pas qui va vers le mieux, qui est de dire que le travail, quand on est au travail, on n'est pas dans un domaine. On est forcément pris dans plusieurs domaines. Et donc, les élèves, il faut les faire raisonner à partir de ces plusieurs domaines. Quitte à leur dire, avec moi, regarde ça, mais regarde, tu regarderas avec le prof machin, tu verras que lui, il va peut-être aussi voir des choses ou te dire, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas ensemble, et ce n'est pas toujours le cas, et les organisations scolaires ne sont pas toujours ensemble, mais n'empêche de renvoyer les élèves à l'idée que la situation, elle va toucher plusieurs disciplines en même temps, et que donc, comme elle va toucher plusieurs disciplines en même temps, elle va les hybrider, les déformer. Chacune des disciplines va être un peu déformée par le contexte. Et c'est ça qu'il faut absolument voir. En vous disant qu'une situation professionnelle, elle comporte au fond 4 grands types de savoirs. Elle comporte forcément des savoirs disciplinaires, donc là, vous êtes contents, mais pas que. Et des savoirs disciplinaires et pas un savoir disciplinaire. Elle comporte des savoirs qu'on va appeler normatifs, des règles, des procédures qui s'imposent aux élèves dans des contextes d'organisation, etc. Elle comporte des savoirs culturels liés à l'histoire de chacun, et qui font qu'il y a des élèves qui vont vous dire « mais moi, dans ma culture, c'est plutôt comme ça, mais moi, on m'a toujours appris comme ça, etc. » Mais vous-même, dans la manière d'enseigner, vous avez des savoirs culturels qui vous mobilisent chacun, et ces savoirs, ils ont une place dans la manière d'agir. Et puis, elle comprend des savoirs qu'on va appeler des savoirs d'action, liés au fait que avec tel type d'enfant ou avec tel type de situation, je sais maintenant qu'on fait comme ça. Donc, il y a un certain nombre de ces savoirs-là, très importants, qui sont pas toujours cohérents entre eux. C'est-à-dire que tous ces savoirs, ils contribuent à l'action professionnelle, mais ces savoirs, ils sont parfois en concurrence entre eux. Ils sont parfois en tension entre eux,
Alors, si je donne un exemple, quand vous faites un cours, vous avez bien sûr les disciplines, mais pas que, parce que quand vous faites de l'histoire des maths, d'une certaine manière, vous avez aussi accès au langage, à l'écriture, voilà, c'est-à-dire que vous ne faites jamais que de l'histoire, hein, ou que des maths, il y a aussi du français, de la parole, des choses là-dessus. Vous avez un certain nombre de règles. Alors, je vous dirais, les règles, c'est vous avez qu'une heure de cours ou 3/4 d'heure, vous devez absolument faire l'appel, vous devez un certain nombre de choses qui s'imposent à vous, alors même que vous n'aimeriez pas le faire, mais voilà. Vous avez aussi des éléments culturels. Alors moi, je ne supporte pas que les élèves parlent quand je parle. Je ne supporte pas que le téléphone, etc., portable. Il y en a d'autres qui vont vous dire oh, ben, écoutez, moi, ça m'est égal s'ils ont le téléphone à côté, qu'ils écoutent quand même, qui bavent. Voilà, il y a des conceptions culturelles. Et puis, vous avez des savoirs d'action. Avec ces élèves-là, j'ai compris que maintenant, il fallait s'y prendre comme ça. Avec l'expérience, je sais que ce type d'élève, il faut plutôt travailler de cette manière plutôt que celle-là. Et quand vous faites un cours, quand vous concevez vos cours, vous ne concevez pas votre cours comme ça, en général, vous concevez votre cours en pensant à la classe à laquelle il va s'ajuster. Et donc, vous faites des choix, des ajustements. Vous allez dire, bah, ce coup-ci, on va peut-être moins travailler sur le programme, mais davantage sur l'expression, le développement. Voilà, vous allez faire des choix. Et bien, c'est pareil pour des professionnels. Ces choix-là, l'important, c'est qu'ils sachent les argumenter. Et donc, le retour de stage, quand les élèves reviennent de stage, le moment le plus important, c'est pas de leur demander c'était bien, c'était pas bien, parce que moi, les retours de stage, je suis toujours, des fois, j'ai fait beaucoup d'observations de retour de stage. Le premier constat que je fais, c'est quand même le moment où les élèves arrivent le plus souvent en retard. Le nombre de fois dans un retour de stage où on voit 6-7 élèves qui arrivent en retard, bah parce que c'est... voilà, le mode professionnel est fini, donc on peut y aller, le lycée c'est cool, on peut arriver en retard. Donc premièrement, pour l'élève, c'est moyen. Deuxièmement, ça dure 1h30, donc dans l'heure et demie, on leur demande c'était bien, c'était pas bien. Et grosso modo, il y en a une partie qui vous dit c'était super, génial, j'ai adoré, ah ben c'est bien. Et l'autre qui vous dit ouais, je me suis ennuyée, ma tutrice c'était pas sympa. Oh, quand même, écoute, il faut être un peu patient, il faut aussi... Et qu'est-ce que tu as fait toi pour essayer de... Bon, voilà, et puis, bon, alors, on a fini, vous me remplissez vos conventions, tu m'as ramené tes documents, bon, d'accord. Bon, alors maintenant, on fait une petite pause et on va démarrer le cours. Et je vous le caricature, mais grosso modo, c'est quand même ça. C'est-à-dire que c'est très rare que l'on voit des enseignants demander à un élève de raconte-moi une situation sur laquelle tu as achoppé, ou raconte-moi une situation que tu as beaucoup aimée et explique-la moi. Comment tu t'y es pris, etc. On voit rarement des enseignants noter les situations que les élèves leur rapportent pour s'en servir ultérieurement et construire leur futur cours à partir de ces situations. Or, on repère de façon très très fréquente que chaque fois qu'on fait parler les élèves sur les situations, il y en a un qui raconte quelque chose et il y en a 5 ou 6 qui disent « Ah ben non, moi c'était pas comme ça, mais moi c'était plutôt comme ça, etc. » Et c'est cette richesse-là de la confrontation, que bah, toi, on s'y prend comme ça dans ton école, et toi, c'est plutôt comme ça. Ah, mais toi, voilà. Et c'est cette richesse-là qui fait qu'on va pouvoir faire raisonner les élèves sur, bah, quand on rencontre cette situation, on voit qu'on peut procéder d'une certaine manière, et puis d'une autre, on voit que, voilà. Et on peut même construire ces enseignements à partir de ces situations. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai recommandé souvent aux enseignants que j'ai accompagnés, c'est servez-vous de ces situations pour que tout au long de votre enseignement, vous puissiez faire référence à ces situations et mobiliser les élèves sur raconte-moi, etc., comment ça s'est passé.
Il y a 2 points très importants là-dessus. D'un point de vue théorique sur ce que c'est qu'apprendre. Vous voyez bien que dans ce moment-là, c'est l'élève qui vous apprend ce qu'elle fait ou ce qu'il fait en stage. Et donc vous mettez l'élève en situation de vous enseigner. Et c'est pas si souvent qu'on donne cette responsabilité-là aux élèves, mais en même temps, en leur donnant cette responsabilité-là, vous leur donnez aussi la possibilité de mieux vous écouter quand vous les enseignez. Autrement dit, pour que vos élèves vous écoutent, il faut d'abord qu'ils vous aient enseigné. Et ça, c'est un point qui est tout à fait central. Et on voit que chaque fois qu'on laisse la parole à un élève, non pas parle puisqu'il faut que tu parles, mais qu'on laisse la parole à un élève pour qu'elle vous enseigne sur ce qui s'est passé dans son stage, qu'il vous explique comment ça s'est procédé et les raisons pour lesquelles on lui a demandé ça. Et raconte-moi ce qui s'est passé dans la situation où tu t'es fait gronder, mais explique-moi, etc. Non pas du tout pour juger ce qui se passe dans l'entreprise, c'est pas votre rôle, mais pour essayer de faire raisonner l'élève sur, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une hypothèse, ton tuteur était mécontent, mais est-ce qu'il n'y avait pas ça, est-ce que toi, tu n'as pas... Voilà, de le faire réfléchir. Donc, dans un premier temps, c'est aux élèves de vous enseigner dans les PFMP, dans leur retour de PFMP, ils ont à vous apprendre les situations. Et la meilleure preuve que vous pouvez leur donner que vous vous êtes fait enseigner par eux, c'est la manière dont vous réexploitez ces situations dans vos cours par ailleurs. En disant, mais toi, tu m'avais raconté en PFMP l'autre jour que, alors est-ce qu'on peut reprendre, voilà. Ça, c'est un premier élément. Mais donc, on enseigne à l'autre que si l'autre vous a enseigné. Je pense que ça, c'est un point qui est très important. Mais le deuxième point qui est, à mon avis, tout à fait important sur cette affaire-là, c'est que quand vous demandez aux élèves de vous enseigner, vous leur faites faire un travail de remémoration des situations, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous les obligez à réfléchir et à avoir une distance à leur action, c'est-à-dire que vous les mettez dans un rapport réflexif à leur travail, et c'est ce rapport réflexif à leur travail qui fait qu'ils peuvent réfléchir à distance de l'action, et donc vous questionner, vous dire mais là j'ai pas compris, et donc repérer mais moi je savais pas que, et donc vous allez dire bah oui là tu vois il y a des savoirs qui te manquaient, va voir ça, etc. Autrement dit, il y a cette espèce de rétroaction qui est d'un côté il vous enseigne, et je pense qu'il faut vous laisser enseigner par les situations des jeunes que vous rencontrez, mais de l'autre côté, en leur faisant faire ça, vous les amenez à se remémorer et à prendre de la distance avec leur propre action dans le milieu professionnel et à réfléchir aussi à leur position, à leur place, à la place des tuteurs, etc. Et donc à se questionner plus largement sur leur travail. D'une certaine manière, vous avez là un rôle véritablement de formateur, vous ne les conformez pas à la tâche, mais vous les apprenez à réfléchir sur les tâches qu'ils ont à faire. Et ça relève de la compétence professionnelle. Si, comme je vous le disais au début, on estime qu'un professionnel, c'est pas un perroquet qui appuie sur quelque chose sans comprendre ce qui se produit avant et après. Donc, juste pour conclure sur cette affaire de lycée professionnel, vous voyez bien que quand on procède comme ça, il y a tout un pan de savoir qui demeure complètement valide et sur lequel il n'est pas question de dire à un élève « oui, mais ça, tu n'as pas besoin de le savoir, c'est pas nécessaire ». Je pense qu'il faut qu'il soit vraiment structuré avec des savoirs, qu'il y ait des entraînements, etc., de la même manière. Mais d'un autre côté, il faut qu'il comprenne que ces savoirs sont des ressources pour l'action,
Autrement dit, qu'on arrête de faire le clivage d'un côté théorie, la théorie ça sert à rien, etc., ce que vous disent les élèves, et puis de l'autre côté l'action, mais au contraire de leur montrer que les savoirs sont les ressources de l'action, et l'action, elle vient questionner les savoirs, c'est aussi ce qui fait que ça se modifie en permanence. Du coup, ce qui est important, me semble-t-il, c'est le travail de raisonnement sur lequel il faut tabler avec vos élèves à partir des situations de travail qu'ils rencontrent. Peut-être qu'on arrête là. Merci beaucoup, Madame Luman. Voilà. Avant de vous passer la parole à la salle, j'ai au moins 2 questions. Une qui porte, vous avez évoqué les situations de travail en PFMP, en période de formation en milieu professionnel. Est-ce que toutes sont formatives ? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'élève puisse se trouver dans des situations formatives ? Alors, effectivement, mais ça c'est le point. Ça c'est très important, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on va dans le travail, on peut repérer que toutes les formations de travail, toutes les situations de travail n'ont pas un potentiel formatif. Qu'est-ce qu'une situation de travail qui a un potentiel formatif ? C'est une situation de travail sur laquelle il y a quelque chose qui n'est pas évident à régler. Si c'est trop évident, on n'apprend rien. Hein. Si c'est appuie sur le bouton pour faire le café, il n'y a rien à apprendre. Hein. Mais si c'est, attention, il y a quelque chose là avec l'électricité, il faut le brancher, etc. Enfin, si la situation comporte un petit défi, ça devient formatif parce que c'est justement pas évident, parce que c'est justement là qu'il va falloir faire des choix. Or, justement, dans les retours de PFMP, la plupart du temps, les élèves vous racontent les situations sur lesquelles ça s'est pas bien passé, ils se sont ennuyés, on leur a dit que c'était pas bien fait, ils n'ont pas aimé, enfin voilà. Donc, ce sont des situations qui comportent un potentiel formatif, c'est-à-dire ce qu'on va appeler comme potentiel formatif d'une situation, c'est une situation sur laquelle on doit raisonner pour agir avec pertinence. Alors, ça suppose effectivement, mais là, il y a un autre... je l'ai évité, hein, je ne voulais pas être trop provocatrice, mais c'est vrai que ça suppose que tous les milieux professionnels dans lesquels on met vos élèves ne sont pas forcément des milieux qui sont toujours formatifs. Je le dis parce qu'il y a parfois des milieux professionnels, non pas au sens ce qu'on leur demande c'est trop dur ou c'est trop éprouvant, etc. Parce que là je l'ai entendu, oh là là, dans les maisons de retraite on leur demande de faire des toilettes, etc. Bon, c'est une autre affaire, mais c'est quand même très formatif. Mais il y a quand même... Et les élèves le racontent, par exemple dans la petite enfance, c'est extrêmement fréquent qu'on entende des jeunes dire j'avais le droit de rien faire, j'étais assise et je devais regarder. Et puis quand on interroge les tuteurs, ils vous disent oui, mais elle doit d'abord regarder. Avant de faire, il faut qu'elle regarde. Oui, mais enfin, vous voyez, on regarde en faisant. Donc, effectivement, il faut que les élèves aient la possibilité de faire les choses. Si chaque fois qu'il y a une situation qui a un potentiel formatif, le tuteur dit « pousse-toi, c'est moi qui y vais », il n'y a pas possibilité d'apprendre. Donc là, c'est aussi au rôle des enseignants dans les structures de vérifier que les élèves pourront faire un certain type de situation. Mais je vous dis aussi ce que je pense profondément de l'alternance. L'alternance, c'est un dispositif profondément inéquitable, je le maintiens, parce que les milieux professionnels ne proposent pas des situations de travail avec le même niveau formatif. Ce qui fait que les PFMP sont d'autant plus importantes pour que ceux qui ont pu vivre des situations particulièrement formatives puissent en parler et qu'on puisse faire réfléchir les autres
à qu'est-ce que tu aurais fait dans le cas où s'est trouvé ta collègue, etc. Autrement dit, justement, les PFMP constituent des lieux où non seulement on fait la remémoration, l'analyse des situations, mais c'est aussi des lieux où on va repérer que certains des élèves ont rencontré des situations particulièrement avec un potentiel formatif fort, et que ça va permettre de faire réfléchir les autres sur ceux qui auraient rencontré des situations avec moins de potentiel formatif. C'est-à-dire que aussi, ça permet aussi de réfléchir, moi j'aimerais pas travailler dans ce genre de structure, ou moi ce genre de structure ça m'intéresse, etc. Donc ça c'est très important. Le potentiel formatif d'une situation, il est central, même pour nous enseignants, pour pouvoir voir le type de raisonnement que l'on construit. Et c'est vrai que l'intérêt de la PFMP, c'est pas que les élèves regardent, c'est que les élèves puissent faire. Et il y a des tas d'écrits d'un collègue, Patrick Mayen, sur les garagistes, où c'est très drôle, enfin c'est très drôle de l'extérieur, hein, parce que pour les élèves, ça l'est beaucoup moins quand même. Où chaque fois il y a un élève qui est dans un garage, il passe un CAP mécanicien, et on lui dit toujours, bah, tu fais, le gamin, il fait des choses complètement, hein, et puis un jour, il y a un client qui arrive avec un vrai problème mécanique, etc., et le garagiste lui dit, pousse-toi, attends, je m'en occupe. Et donc, bah, le jeune, il est là, il dit, bah, t'as regardé? Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? On regarde avec son corps et avec ses mains, et donc, si on ne peut pas faire, c'est problématique pour l'apprentissage en situation de travail. Donc, le potentiel formatif des situations est très important. Ça veut dire que la situation, elle doit permettre de raisonner. Alors évidemment, ça vous ajuste par rapport à vos diplômes. Si les raisonnements sont trop élaborés, vous allez voir que c'est pour un diplôme avec des savoirs plus importants. Si les raisonnements sont moins élaborés, ça veut dire que ça correspond peut-être au diplôme de CAP, etc. Attention à ne pas décider a priori de votre place du potentiel formatif d'une situation. C'est l'élève qui va vous dire ben ça c'est facile, j'apprends rien, etc. Hein, ou c'est en allant voir le travail. Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué quand j'ai accompagné les élèves en lycée professionnel, les enseignants de lycée professionnel sur la petite enfance. Il y avait le problème il s'était mis dans la tête qu'il fallait qu'ils fassent des activités avec les enfants. Et les jeunes revenaient de stage en disant bah, j'ai pas fait d'activité. J'ai pas fait d'activité. Ah ben la prochaine fois, il faudra que tu demandes. Ah ben moi j'ai fait des activités, j'ai fait de la peinture, mais moi j'ai pas fait d'activité. Et je disais mais alors l'enseignant me disait, vous voyez, c'est problématique dans les stages. Je dis mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une petite. Alors je lui dis mais raconte-moi ta journée. Eh bien, le matin, j'accueillais avec les parents, j'expliquais ce qu'on allait faire, j'emmenais les enfants aux toilettes, et puis j'aidais l'enseignant à installer le matériel pédagogique. Je dis, mais ça, c'est quoi? Ben, c'est pas des activités. Ben, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, on considère que l'activité, c'est juste le moment de la peinture. Ben non, il y a tout l'amont, l'aval, et il y a des complexités. Et comment tu préparais ton matériel pédagogique, et qu'est-ce que tu prenais en compte? Et finalement, c'était avec des élèves de 3 ans, mais si ça avait été avec des élèves de 5 ans, qu'est-ce que tu aurais mis comme matériel pédagogique? Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut faire réfléchir. Même dans les crèches, les jeunes, elles vous disent ouais, on fait rien, on surveille la sieste. J'ai dit, surveiller la sieste, c'est rien? Ben non, on s'ennuie. Alors, il faut lui dire, mais quel est ton rôle là? À quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu regardes? Est-ce que tu dors toi? Ou est-ce qu'il faut que tu restes éveillé? Il ne faut pas déterminer a priori ce qui est l'activité et ce qui est difficile. Il faut savoir faire expliciter aux jeunes et passer souvent avec des modes d'expression qu'ils ont autour de j'ai rien fait, c'était pas bien. Quand un jeune vous dit j'ai rien fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Il faut en tous les cas s'en assurer.
eh ben, on s'aperçoit que j'ai rien fait, il a passé la journée à être occupé, mais pas avec l'idée que c'était ça qu'il devait faire. Mais ça, c'est des situations de travail tout à fait intéressantes. Hein, parce que l'accueil du matin des enfants, c'est pas complètement anodin comme activité. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, comprendre, etc. Et donc, ne pas déterminer a priori le potentiel formatif d'une situation, mais laisser l'élève l'expliciter pour justement déplier avec lui les savoirs qu'il a mobilisés, les difficultés, les erreurs qu'il aurait pu faire, etc. Ce que vous dites m'évoque ce que disaient les représentants de la profession hier, notamment à propos du travail à la caisse, par exemple, qui peut sembler extrêmement répétitif, etc., alors que le fait de tenir une caisse comporte un certain nombre, enfin un nombre certain de compétences qui sont mises en œuvre et d'attentes qui vont bien au-delà de la simple tenue de caisse. Et effectivement, on voit bien à quel point une situation professionnelle est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît en réalité. Bien, merci beaucoup Madame Ullmann pour votre intervention qui fait écho.